avant de rentrer dans le vif du sujet, je me propose de vous donner, au fond, une forme de boussole pour vous permettre de comprendre comment je vois le monde et en même temps, disons, vous donner des points de repère sur ce que c'est la systémique. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais enfin, donc dans les points de repère par lesquels je veux commencer, vous avez trois grandes façons de comprendre, je dirais, les problèmes humains. Vous avez une première façon de comprendre les problèmes humains qui est d'étudier des problèmes d'un adolescent ou d'un enfant ou d'un adulte. Vous pouvez comprendre ça de façon qu'on appellera psychodynamique. Psychodynamique, ça veut dire que vous avez une personne qui a un problème et vous allez étudier son problème en fonction du sens que le symptôme va revêtir. Donc, on va dire grosso modo, c'est l'approche dite psychanalytique. L'approche dite psychanalytique, elle va s'intéresser donc au sujet, elle va s'intéresser à l'individu. Elle est une approche par définition qui est une approche qui est linéaire. Linéaire pourquoi ? Parce qu'elle va s'intéresser à un symptôme et elle va remonter comme un Sherlock Holmes à l'origine du symptôme et on va croiser d'une certaine façon l'histoire de la personne avec le symptôme et nous allons avoir une certaine lecture de la situation. Donc ça, c'est l'approche dite psychodynamique. Il y a différentes écoles, enfin je suppose que vous connaissez tout de même un certain nombre de choses, il y a différentes écoles qui découlent de ce type d'approche. Vous avez une deuxième forme d'approche qui s'appelle l'approche dite systémique. Au départ, l'approche systémique ne s'est absolument pas intéressée aux individus. Elle est apparue au milieu des années 50 aux États-Unis. Il se trouve qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas encore découvert les benzodiazépines et il y avait énormément de problèmes dans les hôpitaux psychiatriques et dans beaucoup d'institutions avec des personnes, avec des patients qui étaient réputés schizophrènes. Le gouvernement américain a donné des bourses de recherche pour tenter de comprendre l'étiologie de la schizophrénie. Et donc, c'est à cette époque-là, début des années 50, que s'est constitué ce qu'on appelle le MRI, donc Mental Research Institute de Palo Alto. Palo Alto est le berceau, disons, des thérapies familiales. Donc l'approche systémique, de par son histoire, de par le départ de son histoire, au début des années 50, elle ne s'est pas intéressée à l'individu, elle a commencé à s'intéresser aux relations entre les individus. Par exemple, vous voyez une situation d'un enfant, alors qui peut avoir fait une tentative de suicide, mais enfin, on est bien d'accord, le suicide, c'est le côté le plus, disons, qui apparaît de façon plus forte, mais enfin, il y a toute une série de problèmes qui peuvent être, je dirais, liés à un enfant, qu'on peut voir individuellement. Donc ça, c'est si vous travaillez en psychodynamique. Si vous travaillez en systémique, vous allez vous intéresser aux relations entre l'individu et sa famille. Donc, vous allez recevoir, en général, dans le travail que nous allons faire, le patient et, disons, sa famille. Et vous avez, et on va s'intéresser, disons, non pas au départ, parce que je vous parlerai de la one-année maintenant, mais au départ, on ne s'intéresse pas spécifiquement au sens du symptôme, on va s'intéresser à la fonction du symptôme. Disons que sans nier les aspects psychologiques, donc physiques, chimiques ou autres, nous allons nous intéresser, je vais parler avec vous d'un point de vue communicationnel et relationnel. On considère qu'un symptôme, un enfant qui, disons, a des problèmes, donc là encore on verra après de quoi il s'agit, disons, on va considérer qu'un symptôme est un comportement adaptatif, disons, à un contexte. L'idée de penser qu'un enfant, à un moment donné, passe à l'acte d'une manière ou d'une autre, ce qui va nous intéresser en systémique, ce n'est pas uniquement le passage à l'acte, c'est dans quel contexte ce passage à l'acte s'est produit, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. D'où l'idée que nous allons travailler avec le contexte qui est, en général, plus spécifiquement la famille. Donc, on va considérer qu'un symptôme, c'est un commentaire implicite
qui est intenable dans un contexte familial. D'où le départ, si vous voulez, on va commencer à s'intéresser, je dis la systémique au départ s'intéresse à la famille. Vous avez une troisième grande famille d'approches qui ne s'intéresse ni au sens du symptôme, ni à la fonction du symptôme, mais qui va s'intéresser au symptôme lui-même. C'est ce qu'on va appeler l'approche cognitivo-comportementale. C'est-à-dire que d'une certaine façon, le sens, c'est pas leur problème, la fonction, c'est pas leur problème, ce qui est leur problème, c'est le symptôme. Donc, la façon dont je m'utilise et la façon dont je travaille dans le cas qui est le mien, donc je vais peut-être me représenter plus spécifiquement dans ce que je fais. Donc je suis Éric Trapenier, donc psychologue et thérapeute de famille. Donc ce qui se passe là, c'est que 2 jours et demi par semaine, je consulte des couples, toutes sortes de couples, je consulte des familles, toutes sortes de familles. Donc je consulte à Toulouse, donc c'est ça, 2 jours et demi. Et je dirige aussi un institut à Lille et je consulte 2 jours et demi à Toulouse, 2 jours et demi à Lille. Donc ça, c'est une grande partie de ma pratique. Une autre partie de ma pratique, c'est que je suis formateur. Donc je forme des professionnels du champ médico-social à la psychothérapie familiale. Donc je forme des professionnels à travailler avec des familles. Et par ailleurs, donc, j'interviens auprès d'institutions médico-sociales. Alors, ça peut être pour des situations de crise, ça peut être pour des... Je peux faire, par exemple, dans des hôpitaux, ce qu'on appelle des supervisions en direct. J'interviens dans des hôpitaux psychiatriques où il y a des équipes de thérapie familiale qui me font venir, qui sont des gens qui sont formés d'ailleurs, mais qui me font venir pour travailler, disons, dans le domaine qui est le mien. On apprend en montrant. Donc, ce qui fait que je vais dans certains endroits où je vais travailler avec des équipes qui ont des problèmes avec des patients et, disons, je les aide à résoudre, si ça c'est possible, un certain nombre de problèmes. Donc ça, je le fais en France, je le fais depuis une vingtaine d'années au Canada. Disons, je travaille beaucoup en Amérique du Nord et je le fais maintenant beaucoup outre-mer. Je m'en vais à Guyane, je m'en vais en Guadeloupe, je m'en vais en Martinique et je forme toute une série d'équipes comme ça, disons, à ce qu'on appelle la psychothérapie familiale. Donc, c'est une présentation brièvement que je fais sur moi-même, mais enfin, c'est important que vous ayez ça en tête. Mon idée et la façon dont je vais vous parler aujourd'hui pour moi, je ne me positionne pas comme quelqu'un qui observe des comportements, je me positionne comme quelqu'un qui va changer des comportements, que ce soit avec des couples, ou que ce soit avec des familles, ou que ce soit avec des institutions. Ce qui fait ma force de frappe, si j'ose dire, c'est j'interviens dans le but de créer le changement chez les gens, que ce soit couple, famille ou institution. J'ai développé dans le domaine des thérapies familiales, disons, un style extrêmement particulier, qui s'appelle l'approche systémique expérientielle, c'est-à-dire que de mon point de vue, les théories n'ont jamais soigné personne, que ce soit la théorie psychanalytique, que ce soit la théorie systémique ou que ce soit la théorie comportementale, ça va vous aider à avoir une lecture d'une situation. Mais une lecture, pour moi, d'une situation, c'est très important parce que ça rend intelligible et ça nous aide à comprendre ce qui arrive. Mais, disons, c'est pas ça qui va nous aider à modifier les situations que nous avons, je dirais, les prises en charge. Donc pour moi, il y a, quand je dis expérientiel, ça veut dire que je distingue de façon extrêmement importante l'inconscient freudien, c'est-à-dire que tout ce qui se ramène à l'inconscient, tout ce qui se ramène au fait que, en général, donc on est bien d'accord, vous avez plusieurs types de problèmes, vous avez des gens qui ont des problèmes de type névrotique, ce sont des gens qui, en général, font des liens entre leurs problèmes et leur histoire, et au fond, d'une certaine façon, on va faire un travail avec eux, on va les mettre en conscience. Et au fond, le fait qu'ils puissent, je dirais, ramener à la surface toute une série d'éléments peut les aider à penser, à voir autrement la façon dont ils construisent le monde dans lequel ils sont. Et vous avez toute une série de personnes qui sont en général l'essentiel de ma patientèle, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui me sont envoyées
par des tiers. Alors le tiers, ça peut être l'école, le tiers, ça peut être, je dirais, toutes sortes de situations. Ce sont des situations où les gens arrivent simplement sous pseudo-commande. On leur a conseillé de venir me rencontrer. Et ils viennent me voir en nous disant, voilà, on nous a conseillé que peut-être le fait d'être vu en famille, ce serait quelque chose d'intéressant. Mais voyez, déjà là, ce sont des gens qui viennent sous commande. Ça veut dire que ce sont des familles, ce sont des gens qui n'ont pas forcément identifié le problème à l'intérieur de leur famille, mais le problème a été identifié à l'extérieur. C'est beaucoup de situations qui vous arrivent où l'assistante sociale scolaire, ou l'infirmière de l'école, ou enfin ou des médecins qui m'envoient des gens. Et bon, tout mon problème, c'est comment est-ce que je vais passer de la plainte, ce sont des gens qui se plaignent d'un comportement d'un enfant, à la... Parce que se plaindre ne signifie pas qu'on demande quelque chose. Vous avez la commande. On nous a dit que, je pense à une situation, par exemple, c'est pas un adolescent, c'est un enfant d'ailleurs qui est en classe, qui est à l'école. Et cet enfant est extrêmement perturbé, il perturbe l'école, il perturbe beaucoup de choses, et la maîtresse a un mal fou à le faire obéir. Et alors, à un moment donné, elle insiste pour que le gosse s'assoie, et puis le gosse lui dit, je cite, tu vas voir, toi, je vais te mettre une carotte dans le vagin, à l'institutrice. Bon, l'institutrice, elle ouvre les yeux, elle dit, oulala. Bon, et donc, je reçois la famille. Je reçois la famille et puis je dis, voilà, est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous venez? Qu'est-ce qui se passe? Et puis alors les parents me citent, disons, ce qui s'est passé. Je dis aux parents, qu'est-ce que vous en pensez? Ils me disent, on trouve l'institutrice un peu rigide. Enfin, je veux dire que... Bon. Mais là, par exemple, le point qui est extrêmement intéressant, c'est que le problème, il n'est pas identifié à l'intérieur de la famille, il est identifié à l'extérieur. Donc tout le problème que j'ai, qui est le mien quotidien, c'est comment je passe d'une plainte à une demande, comment je passe d'une commande à une demande. Et ça, si vous voulez, de mon point de vue, c'est quelque chose d'important. Et je pense, par exemple, que le fait de rencontrer la famille... Alors, la famille, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est une famille? Ça a changé depuis il n'y a pas très longtemps, mais pour moi, une famille, il y a ce qu'on appelle la famille traditionnelle. Donc ça, c'est dans les points de repère que je vous donne. D'ailleurs, j'avais marqué un ordre, je vois que je ne respecte pas l'ordre, c'est pas grave. Hein. Je vais faire comme ça. La famille, il y a ce qu'on appelle la famille traditionnelle. Famille traditionnelle, c'est une famille comme dans laquelle j'ai grandi. Il y avait un papa, une maman, des enfants, et puis voilà, c'est ça une famille traditionnelle. Actuellement, les familles traditionnelles deviennent de plus en plus folkloriques, c'est-à-dire que d'une certaine façon, je veux dire, c'est comme les danses folkloriques, on en voit de temps en temps, mais c'est plus ça qui est au goût du jour. Ce qui est au goût du jour, c'est que maintenant, donc, on travaille avec des familles recomposées, à des familles multi-recomposées, on travaille avec des familles qui sont dites monoparentales. Je dis qui sont dites monoparentales parce qu'il y a quand même, je dirais, en général, quelqu'un qui est très périphérique, mais qui est autour de ça. Les familles monoparentales, en sachant que quand je parle de multi-recomposé, les professionnels s'y perdent eux-mêmes, c'est-à-dire que d'une certaine façon, quand on est amené à travailler avec une famille, c'est quoi une famille? Vous avez un enfant dont vous vous occupez qui pose problème, je dois d'abord décider qui c'est que je vais rencontrer dans mon cas, qui c'est qui s'occupe de lui, qui fait quoi. Vous avez des situations, vous avez les parents séparés, c'est-à-dire que vous avez des gardes partagées, donc je vois d'un côté le papa avec les enfants, je vois la maman avec les enfants. Vous avez des familles qui sont multi-recomposées, c'est-à-dire c'est des patchwork familiaux. Et donc, dans le cas qui est le mien, je dois constamment m'interroger sur qu'est-ce qu'il est pertinent, avec qui dois-je travailler. Ça, ce sont des questions qui sont très, très importantes. Donc, j'en revenais à cet inconscient cognitif qui fait que, de mon point de vue, je crois qu'à un moment donné, dans ma façon de procéder, dans ma façon de travailler, disons, je ne crois pas que le plus pertinent et le plus utile soit d'essayer de ramener et d'amener les gens à prendre conscience d'un certain nombre de choses, parce que très fréquemment, quand ils arrivent dans des conditions comme je vous le décris, souvent ils arrivent entraînant les pieds,
Souvent, ils arrivent parce que, pour qu'on maintienne leur enfant à l'école, on leur dit « il faut que vous alliez voir Monsieur Trapenier, ils viennent me voir pour ça ». Et donc, je suis constamment, si vous voulez, au carrefour entre plaintes, commandes et demandes. Et d'une certaine façon, j'ai développé une méthode de travail qui me permet de travailler spécifiquement avec, je vais dire, l'inconscient cognitif. L'inconscient cognitif, pour moi, ce sont des gens qui répètent des séquences qu'ils connaissent très bien, mais qui n'arrivent même pas, je dirais, à leur conscience. Et donc, c'est comment le professionnel que je suis va s'utiliser, parce que c'est comme ça que je le prononce, c'est qu'il va s'utiliser dans des relations pour essayer de modifier un certain nombre de choses. Alors, si vous voulez des exemples, je vous en donnerai après, mais là, j'essaye de suivre ma trame. Donc, on part de cette idée qui est mon travail quotidien, que je travaille avec une famille, donc je travaille avec un système. Peut-être je dois vous définir ce que c'est un système. Un système humain, puisque nous travaillons avec des systèmes, je travaille avec des systèmes humains. Un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont régis par des règles, c'est-à-dire que tout système est régi par des règles. Qu'est-ce que c'est une règle? Quand il se passe quelque chose une fois, c'est un hasard. Quand il se passe quelque chose deux fois, c'est une coïncidence. Si ça se répète une troisième fois, vous pouvez émettre l'hypothèse qu'il y a une règle de fonctionnement qui est en jeu. Par exemple, je rencontre une famille, je veux parler, disons, au garçon, c'est la mère qui me répond, c'est un hasard. Je repose la question au garçon, c'est la mère qui me répond, c'est une coïncidence. Si la troisième fois, je réitère le fait que je veux parler au garçon, que c'est la mère qui me répond, il y a une règle qui est alors implicite, puisque là encore, je vais vous parler des règles explicites. La règle explicite, c'est la règle qui est nommée. Par exemple, ce matin, quand je suis arrivé à la conférence, on me dit « Éric, ça commence à 9 h ». Eh bien, Éric, il arrive à 9 h. Voilà. Et la règle implicite, c'est que les gens parlent entre eux, discutent entre eux, ils ne sont pas pressés, tout le monde a le temps. On commence à 9h30. Bon, c'est pas grave. Mais ça vous donne une idée, c'est pas grave. C'est pas grave aujourd'hui. Mais dans des familles, vous avez des règles explicites. Et vous avez des règles implicites. Les règles implicites, d'ailleurs, en général, je ne suis pas climatologue, hein, mais la règle implicite, vous le sentez dans le climat que vous vivez avec deux personnes. Vous rentrez dans une pièce, vous voyez deux personnes, déjà vous captez quelque part, vous vous dites tiens, l'ambiance est bonne, l'ambiance n'est pas bonne. Et donc ça, en général, ce sont des points de repère très importants. Oser repérer les règles explicites, celles qui sont nommées, oser repérer les règles implicites, celles qui sont à l'œuvre, qui sont celles en général qui vous rendent mal à l'aise. Donc, un point de repère supplémentaire. Oui, c'est aussi important. Je veux arriver à l'adolescence, mais avant d'arriver à l'adolescence, il y a des choses. Je veux dire que l'adolescence, vous ponctuez l'adolescence, je vais y revenir, mais enfin, avant d'être adolescent, le gosse, il a des expériences multiples et variées avec ses parents, vous comprenez? Par exemple, comment est-ce qu'un enfant sait qu'il est nul? Comment il sait qu'il est nul? Il est nul? Mais c'est facile, il est nul. Pourquoi il est nul? Sa mère, disons, il rentre de l'école, il a 5 ans, sa mère commence à lui faire les devoirs. Voilà, le gosse hésite, la mère le regarde, elle lui dit « T'es un nul, t'es un bon à rien, t'es comme ton père. » D'ailleurs, M. Trapenier, quand il me regarde, ce n'est pas ses yeux qui me regardent, c'est les yeux de son père qui me voient. Et donc, vous répétez, d'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience vous-même, ça marche très très bien. Si vous dites à votre fils ou votre fille qu'il est nul tous les jours, vous allez voir, c'est extrêmement efficace, ça marche. Non, mais c'est très important, ça marche très bien. Et le gosse, il sait qu'il est nul parce qu'on n'arrête pas de lui répéter. Si en plus la maman va à l'école et on lui dit, voilà, votre fils est nul, la mère rentre et dit, il n'y a pas que moi qui le passe, la maîtresse aussi. Donc, je veux dire, et c'est comme ça que se construisent certaines croyances. Comment une jeune fille sait qu'elle est un garçon manqué? Mais c'est assez simple. Hein. Je vous posais à la mère, donc la mère, je lui dis, mais enfin, elle me dit, mais quand elle est née, je l'ai vue de suite.
Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, elle avait les cheveux très très courts, et je me suis dit, ça sera un garçon manqué. Voilà, ça va pas plus loin. Et je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait? Elle me dit, je lui ai collé 2 petites boucles d'oreilles pour qu'on voit que c'est une fille. La gosse, elle vient à l'âge de 12 ans, cheveux courts, disons, avec des petites boucles d'oreilles, 12 ans après, et on voit comment est-ce qu'il y a ce que j'appelle des assemblages mutuels d'observation. Ça s'appelle des systèmes auto-référencés. La mère parle à la fille, qui voit la mère, qui se rend... Et donc on voit comment ceci se renforce de soi-même. Et c'est comme ça que se constitue, et il n'y a pas que chez eux, hein, chez vous aussi, chez moi aussi, nous avons des croyances. Et les croyances, c'est quoi? C'est que, donc, c'est par exemple, c'est que nous accumulons des expériences qui vont renforcer nos croyances. Ces expériences qui vont renforcer nos croyances fait que on va construire de façon extrêmement subjective le monde d'une certaine façon. Et chacun d'entre nous ici, finalement, je dirais que chacun d'entre nous, on a sa façon de penser le monde, on a sa façon de voir le monde. Et quand les gens viennent vous rencontrer, quand les gens viennent nous rencontrer ou viennent me rencontrer, la première des choses qui m'intéresse à moi, c'est pas tellement le symptôme. Je vais vous parler comme je pense. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils construisent le monde. Voilà, parce que les gens vous disent, ah, mais de toute façon, mais c'est ça, c'est une situation. Alors là, c'est un enfant de 9 ans. Alors l'histoire, c'est quoi? C'est aussi très simple. La maman va faire des courses et il y a son cousin de 14 ans qui est à la maison. Et pendant que la maman va faire les courses, l'enfant de 14 ans abuse par pénétration le petit de 9 ans. Voilà. Et je reçois la mère et le fils. Et la mère me dit, mais je savais que ça allait arriver. Je lui dis, mais comment vous le saviez? Mais elle me dit, enfin moi, c'est pas mon cousin qui m'a abusé, c'est un voisin. Mais j'ai toujours pensé que mon fils serait abusé par un voisin. Bon, donc déjà, voyez comment est-ce qu'il y a ce qu'on va appeler cette construction mutuelle du réel. Toutes les situations que vous rencontrez, toutes les situations que je rencontre, la première étape pour moi, quand je vais rencontrer une famille, c'est-à-dire je ne vais pas me mettre, vous avez 2 modes d'intervention aussi, ça vous pouvez le marquer, le mode colonialiste et le mode anthropologique. Le mode colonialiste, c'est beaucoup de professionnels que vous êtes, ne me critiquez pas, ne râlez pas après moi. C'est-à-dire que les gens vous disent, voilà, on a des problèmes, on a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et les professionnels en général, bien intentionnés, donnent des conseils. Vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Parce que nous pensons, quand on a une certaine naïveté, nous pensons que le problème des gens, c'est l'ignorance. Le problème des gens, ce n'est pas l'ignorance. Ils savent ce qu'ils font. Donc pour moi, si vous voulez, je conseille, mais ça vous faites ce que vous voulez, je pense qu'une façon de travailler avec, si vous êtes amené à travailler avec des familles, c'est utiliser le mode anthropologique. C'est-à-dire, l'idée n'est pas, au départ je parle, de changer les choses, mais au départ c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font et pourquoi ils ne font pas autrement que ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes intéressé par aider des gens ou vous rendre utile auprès de gens, vous devez essayer de comprendre leur culture. Je ne dis pas d'adopter leur culture, attention, hein, je dis la comprendre pour essayer à un moment donné que quand vous parlez, disons d'une certaine façon, vous ayez un langage qu'ils reconnaissent. Donc ça fait partie d'un des points de repère, la construction du monde. Parce que mon métier en tout cas, c'est celui-là. C'est d'essayer d'aider des gens à modifier leur construction du monde. Modifier sa construction du monde, ça veut dire, par exemple, ça veut dire quoi? Je prends des exemples assez simples. Je vois une famille, le fils me dit, oui, mais de toute façon, ma mère ne m'écoute jamais, maman ne m'écoute pas. Alors la mère me dit, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça, je ne comprends pas. Et donc je leur demande d'écrire une scène. Mais la mère me dit, voyez, par exemple, à 5 heures, quand on rentre à la maison, j'épluche les légumes, je lui prépare une soupe pour le soir, il fait les devoirs dans la cuisine, il est avec moi, il ne me demande rien. Voilà. À 19h, le téléphone sonne, j'ai une copine qui m'appelle, et de suite le gosse, maman, maman, maman. Alors là aussi, vous vous rendez compte que quoi? Que le gosse ne parle à sa mère uniquement quand elle n'est pas disponible. Si elle est disponible, ça ne l'intéresse pas. Et vous voyez le type de situation
paradoxal qui se crée, que j'appelle constructiviste, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit « on ne m'écoute pas » ou ceci ou cela, c'est très intéressant d'entendre les gens. C'est vrai. Alors c'est vrai pour les enfants, c'est vrai aussi pour certains maris, par exemple, qui ne s'intéressent à leur épouse uniquement que quand elle n'est pas disponible. Parce que quand elle est là, finalement, à quoi ça sert ? Elle est sous contrôle. Non, mais c'est très, très intéressant. Je veux dire que quand vous entendez les gens parler ou les gens critiquer ou les gens... Mais de dire, voilà, donnez-moi des exemples. Donc ça fait partie, je dirais, de minimum de boussole dont je veux vous parler. Et puis, disons, une chose qui est très importante si vous pensez à l'adolescence. Donc, on est bien d'accord. Dans le cas qui est le mien, je suis fondamentalement hétérosexuel. Je m'en excuse. Je veux dire, mais ce que je relève, dont je vais vous parler maintenant, pour moi, ça joue aussi bien sur les couples du même sexe que, disons, les hétérosexuels. Je pense que le processus est le même. Dans un couple, en général, quand les gens viennent consulter, vous avez toujours quelqu'un qui reproche quelque chose à quelqu'un d'autre. De toute façon, quelle que soit l'identité sexuelle. Mais vous avez cet enfant dans sa famille, et donc comme je suppose que la plupart d'entre vous, même si s'il y en a parmi vous qui sont pupilles de la nation, vous avez été élevés dans des familles, enfin j'imagine. Donc vous avez ce garçon qui grandit dans sa famille et qui reçoit, disons, implicitement toute une série d'éléments. Implicitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que si je suis le fiston, mon père me parle et me dit « Tu sais, Eric, dans la maison, on n'est absolument pas... » Ton père est de gauche, tu le sais. Oui, mais surtout, si tu rencontres une fille, il ne faudrait pas qu'elle soit bleue, verte, jaune, rouge, et il ne faudrait surtout pas, tu vois, que ce soit une femme qui fait des ménages. Donc vous recevez ces messages, on les reçoit quotidiennement, ils ne sont pas explicités, mais enfin, les discussions, les émissions de télévision, par exemple, je voyais une mère de famille, c'est pas elle qui m'en parle, mais c'est le fils. Chaque fois que la mère voit un monsieur et une femme qui s'embrassent à la télévision, elle change la chaîne à son fils. Bon. Donc c'est clair qu'elle ne fait pas de commentaires sur ce qu'elle fait, mais c'est le gosse qui me dit, mais il me raconte des scènes, il me dit, voilà, quand il y a des gens qui se rapprochent, maman change. Je dis, ah bon, c'est ce que vous faites, madame? Elle me dit, mais je suis étonné qu'il vous en parle, je croyais qu'il ne le voyait pas. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que les passations, les transmissions, elles se font comme cela. C'est-à-dire qu'on baigne dans un jus. Moi-même, mon propre fils, j'ai 2 enfants, et alors, c'est sûr que je les ai utilisés comme, disons, tapuscrits martyrs. C'est une expérience d'avoir des enfants. Et alors, quand il commençait à aller dormir chez des copains, un jour, il me dit « Mais papa, tu sais, ils ne parlent pas le même français que nous, c'était des Espagnols. » J'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient différents de nous à partir du moment où il a commencé à sortir. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et donc, vous avez cet enfant qui se construit avec les secrets. De toute façon, ici, je suppose que tout le monde fête Noël, j'imagine. Si vous êtes intéressé par ce que je vous dis, et si vous êtes intéressé par comprendre ce qui se passe dans vos familles, en dehors que je sais très bien que vous êtes là pour vous occuper des autres et pas de vous, ça je le sais, mais enfin, ça peut toujours être utile. Le 24 et le 25 décembre sont des journées qui sont pour moi fulgurantes, c'est-à-dire c'est magique. Hein. Normalement, ça doit se passer très bien. Et puis, le 24, où est-ce qu'on va? Le 26, tous les mythes familiaux, toutes les rancœurs familiales, toutes les dettes, tous les dons, ça se retrouve autour du 24 et du 25. Donc, j'en suis avec cet enfant qui grandit avec son histoire, j'en suis avec cette dame qui grandit aussi avec ses mythes familiaux, avec ses secrets, avec ses vœux, à tout ce qu'elle souhaite. Et puis, il y a un moment dans la vie où les hommes vont marcher aux filles et les filles vont marcher aux garçons. C'est comme ça que les gens se rencontrent. Hein. C'est une grande foire et puis on fait des essais. Et puis, il y a des essais qui ne se transforment pas, mais il y a des essais qui se transforment. Qu'est-ce que c'est qu'un essai qui se transforme? Il faut bien comprendre que l'être humain est le seul animal à avoir des beaux-parents. C'est très, très important. C'est-à-dire que... Oui.
Enfin, ça vous fait sourire, mais enfin, je dirais qu'on pense que c'est deux personnes qui se rencontrent, mais dans les faits, c'est deux tribus qui se rencontrent. Et alors, la première chose, je parle même encore, la première, bon, quand on s'est marié 5 ou 6 fois, ça devient une routine, mais je parle moins, là je vous parle de la première rencontre. La première rencontre, en général, quand on va transformer sa relation, les parents du garçon disent, voilà, ben, on aimerait bien rencontrer ta copine. Et les parents de la fille disent, on aimerait bien rencontrer ton copain. Et c'est en général là que les ennuis commencent. Parce que, par exemple, si j'ai amené ma nouvelle copine à la maison, mes parents vont commencer à me dire « c'est pas une fille pour toi, elle n'a pas parlé à ton père, elle n'a pas aidé pour la vaisselle, mais comment tu vas faire, Eric? C'est moi qui ai toujours tout fait, si elle ne fait rien, tu vas pas y arriver. » Voilà. Et ça, ce point-là, c'est un moment qui est très très important. C'est très important parce que je pense que dans beaucoup de situations que je rencontre, dans beaucoup de situations que je vois, c'est-à-dire qu'en général, on va utiliser son futur conjoint pour se séparer de sa famille d'origine. C'est-à-dire que si, par exemple, ma mère me dit « tu sais, c'est pas une fille pour toi, elle n'est pas pour toi, depuis que tu la connais, je ne peux plus te joindre », comme j'ai dit à ma mère, oui, c'est elle qui a le téléphone portable, c'est plus moi qui m'en sers. Et alors c'est sûr que chaque fois qu'elle m'appelle, elle tombe sur elle. Et donc, et ma copine me l'a dit, elle m'a dit « ta mère, franchement, elle t'a mal élevé ». Bon, ça c'est la bonne nouvelle. J'utilise ma copine pour pouvoir faire une fracture avec ma famille d'origine. Ça, mais ce qu'il faut savoir, que c'est quelques années plus loin, je vais commencer à lui dire, parce qu'en fait elles sont en rivalité toutes les deux. Hein, mais si elles sont en rivalité, c'est qu'elles se ressemblent beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et que ma copine, elle veut faire mieux pour moi que ce que ma mère, elle a fait. Non, mais tout ça, c'est la vie, hein, je veux dire, on ne le sait pas. Mais bon, ça s'éprouve, ça s'épreuve. Donc ça, c'est la première idée qu'il faut bien comprendre, c'est cette idée que ce n'est pas deux personnes qui se rencontrent, c'est deux tribus qui se rencontrent. Donc déjà là, vous voyez, on va passer de 1 à 2. Et quand on vit tout seul, on a une forme de vie. Quand on passe à 2, eh bien, on est obligé de négocier un certain nombre de choses. Et c'est là que vous allez voir que les règles sont explicites, et vous allez voir les règles implicites, et vous allez voir qu'il y a des bagarres. En général, les jeunes couples ne se disputent pas directement, ne se reprochent pas directement. Ils se reprochent par famille interposée, au début. Bon, après, c'est autre chose, mais bon. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est que dans la construction de la famille, il va y avoir en général un petit enfant qui va « au revoir ». Si ce n'est pas parce que ça ne lui plaît pas, c'est parce qu'elle me l'a dit, il faudra que je parte. Bon. Donc, et vous allez voir qu'il va y avoir un premier enfant qui va arriver. Et là, le premier enfant qui va arriver, dans les couples, vous avez des négociations de couple. Par exemple, si vous avez une compagne qui lit les revues féminines, que je lis aussi d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt, hein, mais enfin bon, elle commence à dire, voilà, Eric, tu te lèveras une semaine, je me lèverai une semaine, parce que les enfants, la nuit, ça pose des problèmes, parce qu'ils ne sont pas toujours adolescents. Après, ça va devenir adolescent, mais ça n'est pas pour l'instant. Et alors, je lui dis, il n'y a pas de problème, une semaine toi, une semaine moi, ça, c'est la règle explicite. Implicitement, il se trouve qu'elle a le sommeil extrêmement léger et qu'elle est amenée à me réveiller alors qu'elle est déjà réveillée. Bah. Et elle se rend compte qu'elle pourrait faire l'intervention 10 fois plus vite que moi. Mais au début, elle me laisse faire. Enfin, bon, et moi, ça me fatigue, ça me crève la santé. Et là, vous allez voir une règle implicite qui va se développer, c'est que ce qu'il avait été convenu n'est pas ce qui se passe. Et alors là, vous allez déjà voir comment et ce que. On va passer de 2 à 3, il va y avoir des aménagements, il va y avoir toute une construction invisible, parce que quand les gens le vivent, ils ne s'en rendent pas compte, ça se vit, parce que ça se place au niveau émotionnel, ça ne se place pas au niveau relationnel. Sur ce point-là aussi, je vous engage à distinguer les émotions de la relation. Les émotions de la relation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, ça vous pouvez prendre note aussi, c'est ce qu'on appelle la force des faibles. La force des faibles, c'est, disons, la force de se mettre la force contre soi pour mettre l'autre à genoux.
Et ça, c'est quelque chose que vous voyez très fréquemment dans les situations que vous rencontrez, c'est-à-dire l'idée de, par exemple, des patients en psychiatrie qui se mettent en position de faiblesse phénoménale. Ils sont faibles au niveau émotionnel, mais ils sont extrêmement puissants au niveau relationnel. Ils contrôlent la relation. Si je prends par exemple une situation d'une jeune fille anorexique. Une jeune fille anorexique, elle ne mange pas. Elle peut se mettre en danger, on peut en mourir de ne pas manger. Ça, c'est au niveau du contenu. Au niveau de la relation, si vous imaginez la maman qui essaye de faire manger sa fille qui refuse de manger, elle contrôle complètement la relation. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir distinguer émotion et relation. C'est-à-dire que pour moi, et ça, je pense que ça fait partie de la boussole, c'est sûr, si parmi vous, il y a des gens qui sont assistants sociaux et que je dis, voilà, je viens vous voir, j'ai besoin d'une aide d'urgence. Ça fait une semaine que je ne lui ai pas changé la couche au petit. Donc l'assistante sociale qui n'a pas de formation, elle a le cœur qui bat. Elle dit, putain, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Si c'est possible, mais maintenant on est en 2017. On aurait été en 1990, 95, 97, signalement, placement, pas de problème, pouponnière. Actuellement, c'est un des aspects, à mon avis, qui fait que vous êtes de plus en plus confrontés au travail avec les familles, c'est que les enfants, on ne les place plus. Ils sont maintenus au domicile. On ne place plus que des enfants qu'on appelle incasables. Et donc, vous et moi, je suis confronté à des situations que je ne voyais pas par le passé. Je vois moi-même des choses et vous-même, vous êtes obligé de vous rapprocher des parents et vous voyez des choses, c'est pas nouveau, hein, qu'elles existent. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que vous les voyez alors qu'avant, vous ne les voyiez pas compte tenu du fait qu'on ne travaillait pas avec la famille. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ces lois comme maintenant qui nous obligent. Il n'y avait pas la haute autorité de santé qui dit, voilà, il faut travailler avec la famille et l'entourage. Tout ça, ça a changé. Moi, je suis un garçon très jeune, en ce qui me concerne. J'ai créé mon institut en 1985. On est en 2017. Je veux dire que j'ai traversé multiples époques. J'ai traversé multiples époques où, par exemple, dans le métier que je faisais, j'étais vu comme quelqu'un qui était subversif. Quand j'ai commencé à travailler avec des familles, personne ne comprenait. On passait pour des gens qui s'intéressaient uniquement au comportementalisme ou quoi que ce soit. Les temps ont changé maintenant, parce que ça protégeait l'institutionnalisation, et je veux dire que beaucoup de gens étaient institutionnalisés. Maintenant, les gens ne sont plus institutionnalisés, ce qui fait que ça vous oblige à travailler avec le contexte. C'est ça qui change énormément. Donc, je reprends mon exemple de cette histoire du premier enfant. Il y a un deuxième enfant qui va arriver. Donc, si vous avez bien compris, mon idée, c'est on est à 1, il y a des règles de fonctionnement. On est à 2, on est obligé d'aménager des règles. On va de 2 à 3, il y a de nouvelles règles qui viennent nous confronter, je dirais, à s'organiser d'une certaine façon. Et ça, on va passer de 3 à 4, on doit aussi trouver une autre façon de fonctionner. Et constamment, si vous voulez, l'évolution de la famille nous oblige, si vous-même vous avez peut-être eu des enfants, certains d'entre vous, j'en sais rien, c'est possible, mais vous voyez qu'on est obligé de beaucoup de souplesse. Et donc, vous allez passer de 3 à 4, et l'institution, dans certains cas, fonctionne. Madame, je parle à travail égal, hein. Madame est au ministère de l'Intérieur. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Voiturage, aspect domestique, les courses, les enfants, les devoirs, l'école. Et monsieur est au ministère de l'Extérieur, c'est-à-dire qu'il fait partie d'associations, peut-être un peu de politique, enfin. Et ça fonctionne. Madame nourrit et est nourrie par ses enfants et son travail, mais le travail on s'en fout. Je veux dire que, et monsieur, il brille à l'extérieur. C'est comme ça, l'institution fonctionne. Bon, alors on passe de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, très bien. Mais le problème, dans beaucoup de cas, les enfants grandissent. C'est un problème aussi. C'est un problème parce que plus ils vont devenir autonomes, plus, par exemple, c'est ce qu'on va appeler le syndrome du nid vide, plus il va falloir que, c'est sûr que si nous avons un enfant, si mon gosse grandit normalement, ma compagne, normalement, en dehors de si elle prend un amant, bon, ça c'est encore une hypothèse, je ne suis pas là pour évaluer ce type d'hypothèse ici, mais elle va avoir tendance à se rapprocher de moi et me dire, Eric, ce week-end, il n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait ?
Mais je lui dis, comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, j'ai déjà prévu, j'ai déjà quelque chose à faire. Et alors là, vous allez voir comment est-ce que les règles dans certains systèmes vont se rigidifier. Rigidifier, ça veut dire que vous avez des systèmes flexibles et vous avez des systèmes rigides. Un système flexible, c'est un système qui va, je dirais, à un moment donné, accepter la modification des règles, par exemple, de passer progressivement de 4 à 3 et de 3 à 2, et on va se retrouver tous les deux. Ça, c'est un système flexible. La plupart des situations que décrivait d'après moi aussi Xavier Pomeroy, ce sont en général des systèmes rigides. Rigide, ça veut dire qu'il va y avoir une production de symptômes extrêmement importante qui fait que le système, et c'est ce qu'on va appeler le niveau l'homéostasie. Alors l'homéostasie, c'est comment un système se maintient en équilibre. Ça veut dire que ce que je relevais tout à l'heure sur la production d'un symptôme, pour nous, est un commentaire implicite d'une relation intenable, où le symptôme est un comportement adaptatif à un contexte. Ça veut dire que c'est l'enfant qui va développer des problèmes, qui va maintenir la cellule familiale, disons, cohérente. Ça veut dire que tout, par exemple, vous avez des parents qui ne savent pas s'ils veulent rester ensemble, s'ils ne veulent pas se séparer ou quoi que ce soit. C'est sûr que d'une certaine façon, le gosse qui va poser un problème, c'est un problème vis-à-vis de l'extérieur. Même pour eux, c'est un problème. Mais en même temps, c'est une solution qui fige toute possibilité, je dirais, de changement. Vous me suivez ? Oui, mais ça c'est très important aussi, par exemple, quand je rencontre en tout cas des familles, d'évaluer si c'est un système rigide ou un système flexible. Oui, un autre point important aussi qui me semble important à transmettre, donc, j'ai écrit plusieurs ouvrages, dont un qui s'appelle « C'est ma place », dont le sous-titre c'est « Apprendre à être soi sans renoncer aux autres », et je me suis beaucoup intéressé à la place. Il y a quelque chose qui m'échappait dans le travail que je faisais, quand on voit des familles recomposées, par exemple. Quand on voit des familles recomposées, donc, famille traditionnelle, famille recomposée, famille multi-recomposée, famille d'adoptants, pour moi, il y a de grandes différences. Par exemple, c'est clair que dans des familles où les enfants sont adoptés, la première question que je pose, c'est que je leur donne une équation assez simple. Dans une échelle de 1 à 10, comment vous sentez-vous responsable de votre enfant? Cette question, quand ce sont des enfants de parents, je ne la pose pas, puisqu'en définitive, elle se pose autrement, mais elle ne se pose pas comme ça. Mais quand vous avez des parents qui ont adopté un enfant, souvent, il y a des tas d'adoptions, comme le relevait tout à l'heure Xavier Pomeroy, qui se passent très bien. De toute façon, quand les choses se passent bien, on ne les voit pas. C'est quand elles ne se passent pas bien qu'on les voit. Mais ce qu'on observe tout de même, c'est que ce que j'observe en tout cas, c'est que les gens vont me dire, oui, mais il y avait un problème au départ, on l'a eu à 2 ans et demi, il était déjà ceci, il était déjà cela. Et vous avez des gens qui ne vont absolument pas se sentir responsables du déconnage du gosse. Ils diront, on l'a adopté. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a fait ce qu'on a pu, mais on n'y arrive pas. Mais ils ne vont pas relier le problème de l'enfant au problème du parent. Donc, la question pour moi de la place, c'est central, c'est-à-dire que le rôle, avoir un rôle, c'est transitif. Vous êtes éducateur, vous êtes psychologue, vous êtes psychiatre, vous êtes malade, vous êtes remplacé. Transitif parce que c'est transitoire. La place, c'est immanent. C'est-à-dire qu'un papa, par exemple, il a une place. Un beau-père, il a un rôle. Et le problème que je voyais dans beaucoup de situations, c'est le fait que la madame, elle veut que le beau-père des enfants se comporte comme mon père avec eux. Et il y a des choses qui m'échappaient à un moment donné. Et donc, j'ai commencé à réfléchir sur ce côté immanent et sur ce côté transitif. Et pour moi, d'une certaine façon, beaucoup de situations que nous voyons dans les situations que nous rencontrons, c'est qu'il y a une confusion de place. C'est-à-dire que, et d'ailleurs souvent les enfants le disent, « t'es pas mon père ». Et donc on les entend parler. Donc ça, par exemple, ça fait partie de la boussole, pour moi, des points de repère. Là, je vous parle avant même toute intervention. Hein. Ce que je me suis dit ce matin, c'est que ça peut vous donner peut-être des idées de penser à comment les choses sont organisées avant d'imaginer pouvoir intervenir.
Oui, enfin je sais, Oui. Bon, donc, nous avons un autre point, il ne me reste pas énormément de temps, ça c'est ce que j'ai compris, 10 minutes, c'est pas énorme, je crois que je vais y arriver, mais bon, il y a un autre point qui est très important pour moi, c'est de prendre en compte ce que nous appelons les loyautés invisibles. Vous avez une famille, vous avez un enfant qui est placé en famille d'accueil. Normalement, dans la famille d'accueil où il va, il a un lit, c'est vachement mieux que là où il était, et normalement, on attendrait qu'il se comporte convenablement. Et ce qu'on observe, c'est que la puissance d'un enfant, c'est qu'il est capable de faire répéter à la mère d'accueil ce qu'il vivait avec sa propre famille. C'est-à-dire que la famille d'accueil peut contacter les professionnels en disant « Voilà, je ne comprends pas, j'en peux plus, il me pousse à bout, il n'écoute pas ci, il n'écoute pas ça. » Donc pour moi, si vous voulez, et vous y réfléchirez sur vous-même, mais nous sommes tous empreints de loyauté. Et donc de loyauté invisible. Pourquoi? Parce qu'en général, on ne se rend pas compte qu'on a des loyautés. Quand je parlais que chacun d'entre nous ici est issu d'une tribu, effectivement, ce que je crois, c'est que chacun d'entre nous a des loyautés invisibles à sa tribu, à sa famille d'origine. Ça, c'est certain. Ça ne vient pas à l'esprit. Ça ne vient pas à l'esprit de suite. Mais par exemple, un des aspects aussi pour moi qui est très très important quand je rencontre une famille, ou quand je rencontre parce que je vois des familles, je rencontre des familles sur 3 générations, enfin je fais beaucoup de choses. Ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir identifier les loyautés invisibles. Alors, les loyautés invisibles, c'est sûr que par exemple, vous avez ce moment de l'adolescence particulier où l'enfant, il est sur une pierre angulaire parce que normalement, quand un enfant est adolescent, il est fait pour quitter la famille, c'est-à-dire que souvent, vous le remarquez aussi très fréquemment, c'est pas à n'importe quel âge, alors tentative de suicide ou le gosse qui se met à être réveillé le jour, la nuit et qui dort le jour, qui ne va plus à l'école, fréquemment, c'est à des moments très particuliers. C'est des moments, ça peut être, je dirais, au moment de passer un BEP, au moment de passer un CAP, au moment où il va passer le bac, c'est-à-dire que ce sont des périodes qui sont charnières sur le fait qu'il y a une interrelation entre le fait qu'il va garder un pied dans la famille et un pied dehors la famille. Et alors, de mon point de vue, si vous voulez, je suppose que beaucoup d'entre vous ont été adolescents, je l'imagine. Adolescents normaux, je suppose. Mais par exemple, c'est pas facile de quitter sa... Enfin, moi j'ai eu une maman. Hein. J'ai eu une maman. Et figurez-vous que j'avais 18 ans, j'avais une copine. Voilà. Et alors ma mère était une mère qui était une louve aux 50 mamelles. Il fallait que je mange avec elle, il fallait que je vive avec elle. Et c'était très important à l'époque qu'une maman, elle lave le linge à son enfant. J'avais 18 ans, alors qu'est-ce que je faisais? 19 ans peut-être. Alors je faisais un repas à 18h30 avec ma mère, et puis après j'allais manger avec ma copine pour que les deux soient contentes. Je donnais la moitié du linge à mais c'est ça, je donnais la moitié du linge à ma mère et l'autre moitié à ma copine. Je me disais, comme ça au moins, elles sont contentes toutes les deux. C'est ça. C'est ça, jusqu'au jour où, pour des raisons X, Y ou Z, ça dérape et elles se rendent compte du fait que je fais 2 repas. C'est véridique. Hein. J'ai commencé mon analyse très jeune. Hein. Je dois dire qu'en réalité, j'ai fait 12 ans d'analyse à raison de 5 fois par semaine. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas les outils que ma vie, c'est ça. J'aurais rencontré un type comme moi, mais je m'en suis servi pour les autres. Bon, et alors, c'est sûr que la psychanalyse, ça m'aidait énormément. Pourquoi? Parce que ça mettait une frontière beaucoup plus claire entre ma mère et, et moi. Et donc, le fait d'avoir un espace pour pouvoir parler. Donc, si vous voulez, on comprend très bien qu'un adolescent, qu'est-ce qu'il veut? Il veut essayer de faire plaisir à tout le monde, mais c'est ça. Mais on vous dit, mais t'es un pauvre type, t'as pas de couilles, t'es pas... C'est comme ça qu'on me traite. Je me suis dit, je voulais faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas compter sur toi, t'es un menteur. Et alors, je me suis intéressé très tôt, alors, pour des raisons, en général d'ailleurs,
Beaucoup de professionnels connus s'intéressent particulièrement à certains thèmes parce que ce sont des thèmes dans lesquels ils ont grandi. Moi, dans le cas qui est le mien, c'est ça. C'est-à-dire que j'étais un enfant, je n'arrivais pas à me différencier. Et donc, mais je pense que l'époque ou l'étape à laquelle je n'arrivais pas à me différencier, c'est une étape particulière où précisément j'aurais dû pouvoir quitter plus souplement ma famille. Mais ceci dit, comme disait ma mère, tu sais, Éric, j'ai attendu que tu sois grand pour divorcer avec ton père. Alors c'est sûr que je me suis sacrifié pour toi, c'est ce qu'elle me disait, je vivais avec ça, c'était sacrifié pour moi. En plus, je crois qu'elle n'avait pas de fibre thérapeutique. Je pensais qu'elle ne le disait pas pour me faire de la peine. Je pensais que c'était pour que je sois au courant. Voilà. Je grandissais. Alors, j'essayais petit à petit de pouvoir me déculpabiliser, m'extirper. Un jour, j'étais parti en Grèce et je lui dis, maman, tu sais, il fait beau là où je suis, le ciel est bleu. Elle me dit, moi, je suis dans la cuisine, je fais des mots croisés et il pleut. Et alors... Les jours qui suivent, je me disais, mais c'est dégueulasse. Je me vivais comme moi-même quelqu'un qui faisait des choses qu'il ne devait pas faire. Et alors, c'est petit à petit que j'ai construit mon modèle expérientiel, c'est-à-dire que là, quand je vous parle des loyautés, je m'arrête sur ce point-là, mais pensez à l'idée aussi que des enfants qui, à un moment donné, développent des symptômes, développent des problèmes, c'est pas uniquement ils sont l'élément émergent d'un contexte plus large. Et je pense que le fait que vous puissiez réfléchir au contexte qui entoure et que vous puissiez penser à cette petite boussole que je vous donne, ça ne vous permet pas forcément d'intervenir, mais déjà, si vous pouvez vous mettre dans la position de comprendre, c'est très important. Donc, pour moi, si vous voulez, qu'est-ce qui fait que j'aurais pu m'orienter vers... J'ai beaucoup de respect pour la psychanalyse, mais je m'ennuie avec les patients quand ils sont seuls. Je m'ennuie, je sais ça. Je les écoute, mais quand je vois des familles, je trouve ça plus vivant, je trouve ça plus riche. Vous savez qu'il existe la première équipe mobile, peut-être parmi vous, il y en a qui travaillent dans des équipes mobiles, je ne sais pas. La première équipe mobile s'appelle ERIC, comme mon prénom l'indique, équipe rapide d'intervention en crise. Et j'ai construit cette... Ouais. Maintenant, tout le monde, plus personne ne sait ce que c'est. C'est ce que c'est, une équipe mobile. Mais au départ, si vous voulez, elle a été construite par mon collègue, le docteur Canas, et avec mon idée à moi, où on intervient directement dans les situations de crise au domicile des gens, avec la police et les pompiers. Par exemple, vous avez un jeune qui menace de se suicider dans sa famille, eh bien, l'équipe ERIC intervient au domicile pour éviter l'hospitalisation, pour éviter l'institutionnalisation. Et c'est vrai que je vous invite à penser que pour moi, pour vous peut-être aussi, c'est-à-dire que mon idée, c'est pas que j'arrive à parler en dehors de mes parents. Mon idée, c'est que je puisse aussi essayer de me développer et d'oser me différencier de mes parents. Donc pour moi, à travers le travail que je fais avec les familles ou le travail que je fais avec les couples, c'est à la fois, disons, comment pouvoir se différencier tout en se mettant en lien, tout en restant en lien. Parce que souvent, c'est soit tu restes avec moi, toutes les familles rigides que nous voyons, c'est ça. Soit tu fais ce que je te dis, soit tu t'en vas. Mais moi, je dis, tout n'est pas binaire. Et donc, dans tout le travail que j'essaye de mettre en place, et je ne sais pas si ça passera, si vous pouvez en faire quelque chose pour vous, mais l'idée, c'est comment est-ce que je puis être toujours dans la troisième dimension, c'est entre tout et rien, eh bien, c'est au moins essayer de trouver des situations où, même si les gens ne sont pas, disons, au top du top du top, mais personnellement, je suis pour la différenciation, c'est-à-dire c'est comment mon travail consiste à ça, finalement, c'est comment aider des adolescents, des enfants à se différencier. Je prendrai juste un petit exemple, il me reste 3 minutes, on vient de me le signaler. Faut dire que le travail avec les familles a évolué depuis 30 ans ou 35 ans, ça a beaucoup évolué. Auparavant, par exemple, j'avais des enfants qui me disaient bonjour, j'avais des enfants qui me disaient au revoir, j'avais des enfants qui me disaient merci. Actuellement, je vois des enfants, ils ne me disent pas bonjour, ils ne me disent pas au revoir, ils ne me disent pas merci, mais ils ne me disent pas bonjour, pas au revoir, pas merci parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'il y a un déficit éducationnel extrêmement important, où je me rends compte que la façon dont je travaille actuellement n'a plus rien à voir de la façon dont je travaillais il y a quelques années. C'est-à-dire que là, je vois que les gosses manquent d'éducation.
Je ne sais pas. Et donc, les techniques de travail que je suis amené à développer sont très différentes. Par exemple, mon but dans certaines familles, alors, il faut dire que j'ai eu une consultation pendant 2 ans auprès d'enfants agressés sexuellement, mais ils n'ont pas été agressés par leurs parents, ils ont été agressés par des proches de la famille. Ce qui fait que je voyais les parents et l'enfant qui avait été agressé sexuellement, par exemple, par le père de monsieur. Et c'est des situations qui m'ont, je dirais... Je sortais de ces consultations, ça a duré 3 ans, je dois dire que j'avais du vague à l'âme, parce que ce que je comprends, ce que je voyais, c'est que moi, j'étais fou de rage après ce que je voyais. J'étais le seul. Les parents me disent, mais on ne comprend pas ce que vous voulez dire, on ne voit pas. Et ça m'a amené à développer de nouvelles façons de faire, qui est que moi, je travaille avec beaucoup de familles, mais par exemple, actuellement, je modifie mes stratégies d'intervention. Par exemple, je sais que certains enfants qui vivent des situations de maltraitance familiale, de toute façon, ils ne seront pas placés. Ils ne seront pas placés parce qu'on ne les place plus. Donc, ça m'a obligé à développer, par exemple, des interventions. Je pense à une situation, et je terminerai là-dessus. Donc, c'est un papa et une maman qui sont constamment, je dirais, en bagarre, qui mettent le gosse au milieu de sa bagarre, et le gosse, il en prend plein la gueule. Et je dis au fils, mais tu sais, quand tes parents se disputent comme ça, tu n'es pas obligé de rester au milieu. Tu peux aussi t'extirper. Tu peux aussi changer de pièce. Voilà. Poème. La fois suivante, ils reviennent. Je vois les parents qui se disputent. Le gosse qui lève le doigt, il dit « Monsieur, est-ce que ça vous dérange si je vais dans la pièce à côté? Parce que vous m'avez dit qu'il y avait des problèmes qui ne me regardaient pas et je pense que vous avez raison. » Et alors les parents ouvrent des yeux, pas possible, et disons... Mais pour moi, je trouve que c'est une nouvelle façon que j'ai de travailler, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, de toute manière, vous n'avez pas la possibilité de changer quoi que ce soit au niveau de la configuration dans laquelle vous êtes, je crois que, de mon point de vue, c'est là où ça rejoint la question des loyautés dont je vous parle, à un moment donné, je n'hésite pas personnellement à dire aux parents, les parents sont responsables des enfants, parce que là aussi... C'est-à-dire que ce point-là, vous ne pouvez donner sens à ce que je vous dis que si vous considérez que les parents ont un impact dans le développement de leurs enfants. Moi, personnellement, c'est ce que je crois. Je crois que c'est les parents qui élèvent les enfants. Et je crois que, comme on peut me le tourner comme on veut, et qu'on le veuille ou non, des enfants, ils ont des systèmes de loyauté extrêmement, je dirais, puissants, qui à la fois les différencient de leurs parents et à la fois les rapprochent d'eux. Donc, ma façon de penser ou ma façon de travailler, c'est disons, de travailler avec la maisonnée. Voilà, je n'ai peut-être pas dit tout ce que je voulais dire, mais en tout cas, merci de votre attention. Ça m'a fait plaisir.